Bonjour à tous, c'est Cédric, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la loi Elan. Vous avez été très nombreux, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail, dans les commentaires, à me poser la question de savoir ce que je pensais de la loi Elan. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites. Aujourd'hui, on est début novembre 2018. Il y a 2-3 petites choses à régler, mais globalement, elles devraient être mises en place sur cette fin d'année. Donc moi, j'ai vraiment pris le temps d'analyser complètement ce qui était dit dans cette loi Elan. Il y a énormément de choses et j'ai ressorti 4 points qui me semblent indispensables pour l'investissement immobilier. Donc dans cette vidéo, je vais vous en parler. Petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous en avez pris l'habitude maintenant. Il y a une nouvelle question sur mon répondeur. Aujourd'hui, c'est Antoine qui me pose une question qui est super intéressante. Loi Elan. Elan montre. C'est le mec qui craque complet. On rentre maintenant dans le vif du sujet, donc la loi Elan. Qu'est-ce que c'est que la loi Elan? Globalement, c'est la nouvelle loi immobilière du gouvernement. À chaque nouveau président, nouveau gouvernement, il y a une nouvelle loi immobilière. Il y a eu la loi Allure sur le gouvernement précédent, vous en avez forcément entendu parler. Aujourd'hui, c'est la loi Elan. D'ailleurs, je fais une parenthèse par rapport aux lois. Moi, je vais vous dire, moi, personnellement, comment je réagis par rapport aux différentes lois. Et encore une fois, moi, je suis vraiment concerné parce que, d'une part, je suis investisseur et je suis professionnel de l'immobilier. Donc forcément, les lois immobilières m'impactent doublement, aussi bien sur mes investissements que sur mon activité professionnelle. Mais moi, je garde pas mal de recul là-dessus. C'est-à-dire qu'évidemment, je me renseigne sur ce qui se passe. C'est primordial de savoir ce qui va se passer, d'essayer d'anticiper les choses. Mais on va pas commencer à crier avant d'avoir mal. C'est-à-dire que tant que c'est pas en place, on va pas commencer à anticiper, à se dire « Ah, mais il y aura cette problématique, on pourra plus faire de meublé, on pourra plus faire de ci, de ça. » Non, on voit ce qui se passe et de toute façon, à chaque fois, on trouve des solutions. À chaque nouvelle loi, les gens continuent d'investir. Donc vous inquiétez pas, par contre, c'est important de se renseigner. Première mesure, le retour du plafonnement des loyers. Vous en avez obligatoirement entendu parler, c'est quasiment le sujet unique autour de la loi Elan, et surtout quand on investit dans l'immobilier, et à juste titre, parce que c'est quelque chose qui a un vrai impact. Et encore une fois, c'est pas nouveau, parce que je vous parlais tout à l'heure de la loi Allure, c'est quelque chose qui avait déjà été mis en place en 2014 avec la loi Allure, et qui, 2 ou 3 ans, je crois que c'est en 2017, a été annulé par le Conseil constitutionnel. Donc je rebondis sur ce que je vous disais précédemment. On voit bien là, par exemple, qu'une loi qui, au départ, n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour les investisseurs, a été annulée quelques années après. Et encore une fois, même pendant cette période, les gens ont continué à investir. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, on ne dramatise pas sur les lois. Maintenant, aujourd'hui, l'encadrement des loyers va être mis au goût du jour. Alors comment ça se passe l'encadrement des loyers? C'est assez simple. Vous avez l'interdiction de signer un nouveau bail dont le loyer sera 20% supérieur au prix médian de l'agglomération. Il y a une petite exception à ça, c'est si vous proposez un logement qui présente des caractéristiques exceptionnelles. Donc c'est assez subjectif. Encore une fois, exceptionnel, ça peut être au niveau peut-être de son emplacement, de la qualité du bien que vous proposez, de ses équipements. Alors je sais, pour avoir creusé un petit peu, que si par exemple vous proposez du meublé, vous pouvez plus facilement justifier un loyer plus élevé. De toute façon, le meublé est de toute façon plus cher qu'un bail de location nue. Mais là, encore une fois, on pourrait un petit peu passer entre les gouttes et proposer un loyer qui reste assez conséquent. Enfin, cette mesure concerne uniquement les zones tendues et elle sera appliquée à titre expérimental sur 5 ans à la décision des mairies. Donc encore une fois, vous voyez que c'est quand même un peu l'usine à gaz, le truc. Mais bon, encore une fois, renseignez-vous, regardez un petit peu. Je sais que Paris, par exemple, va l'appliquer, ça c'est pas une surprise, vous en avez probablement entendu parler. Encore une fois, Paris, c'est vraiment un marché qui est exceptionnel, il ne faut pas forcément le prendre comme exemple. Si vous investissez dans une petite ville ou une ville moyenne, comme c'est mon cas, je pense qu'a priori, ça ne devrait pas être mis en place, mais encore une fois, c'est juste mon avis. Je pense qu'avant que ce soit mis en place sur les villes moyennes, ce sera mis en place dans les très grandes villes. Paris, encore une fois, est mis à part. Je sais qu'il y avait eu Paris et Lille en 2014. Est-ce que ce sera également le cas? Lille va suivre. On parle éventuellement de Bordeaux. J'ai entendu Nantes également. Mais sachez qu'en tout cas, c'est quelque chose qui sera remis au goût du jour. Deuxième mesure, le nouveau bail mobilité. Alors moi, personnellement, ça c'est une mesure qui me plaît beaucoup parce que je trouve que c'est assez innovant et ça répond à une vraie demande. En gros, qu'est-ce que c'est que le bail mobilité? C'est un bail en fait qui va être entre la courte et la moyenne durée. C'est un bail qui pourra être dans une durée de 1 à 10 mois, au choix du locataire et du propriétaire. Alors c'est évidemment destiné à un profil particulier de locataire, ça va être des étudiants, des personnes en stage, des personnes saisonniers qui font un travail saisonnier, donc un petit peu tout ce type de profil. Ces personnes aujourd'hui ont vraiment beaucoup de mal à trouver un logement par rapport à leur demande. C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui va rester 4 mois pour faire un travail saisonnier. Soit il prend un Airbnb et forcément ça va lui coûter une blinde. Soit il va essuyer un refus par rapport à un propriétaire qui, s'il fait par exemple de la location meublée sur un bail d'1 an renouvelable, va pas forcément avoir envie que quelqu'un reste uniquement 4 mois. Donc comme je vous le disais précédemment, la durée de ce bail sera fixée librement sur une période allant de 1 à 10 mois. Il faut savoir que, arrivé par exemple, si vous décidez de le louer 6 mois, arrivé au bout des 6 mois, vous n'avez pas besoin de donner congé, il s'annule automatiquement.
À l'inverse, votre locataire est dans les mêmes conditions que la location meublée, c'est-à-dire qu'il peut partir à tout moment avec un préavis d'1 mois. D'ailleurs, puisqu'on parle de location meublée, il faut savoir que le bail mobilité, il est uniquement possible que si vous proposez un logement meublé. Donc ça, c'est super important. Si vous faites du logement nu, vous n'avez pas possibilité de pratiquer le bail mobilité. Autre particularité de ce bail mobilité, vous n'avez pas possibilité de demander un dépôt de garantie classique. Vous devrez obligatoirement passer par la garantie Visal. La garantie Visal, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet-là dans cette vidéo, ça ferait une vidéo trop longue, mais je pense que j'en parlerai dans d'autres vidéos, c'est quelque chose d'assez intéressant, on en parle de plus en plus, et là en l'occurrence, c'est vraiment concerné pour ce bail mobilité, vous êtes obligé de passer par la garantie Visal. Enfin, le dernier point, il faut savoir que ce bail n'est pas renouvelable. Si demain vous avez un locataire qui reste, comme je vous le disais, 4 mois, et que il se plaît bien sur la zone, il retrouve un job en CDI, il veut rester plus longtemps, vous serez obligé de refaire un bail, et ce coup-là, vous basculerez sur un bail classique, un bail meublé classique qui sera d'1 an renouvelable avec les avantages et les inconvénients qu'on connaît. Alors moi personnellement, ce bail mobilité, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je vais vous prendre un cas concret, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe autour de mon dernier investissement. Je suis en train de finaliser un investissement qui nécessite pas mal de travaux. Donc il y aura bien un mois et demi, un bon mois et demi de travaux. Et du coup, je vais faire une recherche de locataire à une période qui n'est pas optimale. Je suis pas trop inquiet, je pense que je vais trouver quelqu'un parce que je vais proposer un bien de qualité et qui est très très bien placé. Mais je vais être sur une période un peu bâtarde qui sera autour de janvier-février à mon avis. Et je me suis posé la question, je me la pose encore d'ailleurs, est-ce que je proposerais pas un bail mobilité de 3 ou 4 mois pour raccrocher par exemple le mois de juin et après arriver à proposer mon logement sur le marché des étudiants. C'est-à-dire quelqu'un qui pourra arriver avec un cursus de 2, 3, 4 ans, le temps de faire ses études et qui pourra pour le coup louer mon bien, ce qui ne sera pas le cas là aujourd'hui si je le propose en janvier ou février. Donc vous voyez, ça peut être quelque chose encore une fois qui peut être utilisé de manière stratégique pour pouvoir raccrocher un marché plus porteur qui serait par exemple les rentrées scolaires. Troisième mesure, les pénalités en cas de retard de paiement. Je vous ai parlé de la loi Allure tout à l'heure, encore une fois c'est lié avec cette loi puisque les pénalités en cas de retard de paiement avaient été annulées par cette loi Allure et là elles sont remises au goût du jour par la loi Elan. Donc c'est plutôt quelque chose qui va dans le bon sens encore une fois parce que s'il y a des retards de paiement, vous, encore une fois vous avez des frais, vous avez des choses, on ne met pas en location un bien pour ne pas se faire payer le loyer, on est complètement d'accord avec ça. Alors comment ça se passe concrètement ? Vous pouvez demander des indemnités dès le premier jour de retard de paiement à hauteur de 10% du loyer. Il y a un point sur lequel je vais vraiment appuyer et pour moi c'est l'essentiel de cette mesure, c'est que pour pouvoir appliquer des pénalités de retard, il va falloir impérativement à la signature du bail le mentionner dans le bail. Et personnellement, moi, c'est quelque chose qui me pose problème. Parce que là, encore une fois, on est sur la théorie, jusque-là tout va bien. Et maintenant, on va parler de la pratique. Comment ça se passe quand vous signez un bail ? Encore une fois, vous avez le locataire en face de vous. Quand on est par exemple sur un jeune travailleur, vous savez que c'est le type de profil que j'aime bien. Étudiant, jeune travailleur, vous avez peut-être les parents qui vont venir, qui seront garants, donc qui vont être là, on va discuter, on va échanger. Et vous signez le bail. Alors il y a plein de choses, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais forcément, si vous arrivez par exemple à la ligne, vous allez mettre pénalité possible dès le premier jour de retard du paiement de loyer. Ça va commencer quand même à créer une distance, ça va être assez tendu. Vous allez rentrer, vous, dans le cliché du propriétaire un peu, avec les dents jusque-là, qui est franchement pas hyper friendly, parce qu'encore une fois, être propriétaire en France, ça n'a pas forcément bonne presse. Propriétaire-bailleur, j'entends. Et vous savez, moi, que je prône vraiment une relation propriétaire-locataire de confiance, où on peut se dire les choses. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être copain, ami, on se tutoie et tout est formidable. Mais c'est de poser des cadres, mais moi je veux que mon locataire il puisse m'appeler s'il y a un problème, parce que c'est important, c'est de mon bien dont on parle. Donc moi, si par exemple il y a des travaux à faire, je veux qu'il me le dise tout de suite pour pouvoir faire le nécessaire, et je veux qu'il se sente bien dans mon logement. Et inversement, moi je le dis systématiquement quand je signe le bail, je vais vous embêter vraiment sur un point, c'est que moi systématiquement je demande à ce que le loyer soit payé le 5 du mois. Si je le reçois le 6, le 7, ou pire, si le 6 ou le 7 j'ai toujours rien, je vais vous emmerder, je vais vous appeler, et il va falloir régler le problème très rapidement. Donc ça, moi, je le mets vraiment de manière très claire avec mon locataire. Et ça se passe toujours très, très bien. Maintenant, si je transpose avec cette nouvelle mesure, ça voudrait dire que ça me dérange un peu. Et encore une fois, ça n'engage que moi. C'est-à-dire de devoir noter ça, ça fait très un peu technocrate, très juridique. Genre, j'ai le bâton et si tu ne me payes pas, tu auras tout de suite un jour de pénalité ou autre. Je trouve que c'est un peu contre-productif, je trouve pas ça vraiment... Moi, c'est pas forcément ma manière de fonctionner. À l'inverse, si vous le mettez pas, comme c'est mon cas, parce que je pense encore une fois que moi, je vais pas appliquer cette mesure, si j'ai des problèmes et qu'il y a des retards, je pourrais pas appliquer de pénalité. Donc l'un dans l'autre, je suis aussi perdant de ce côté-là. Donc je pense que malgré tout, ça reste une bonne mesure pour les propriétaires bailleurs. Moi, personnellement, sur ma manière de fonctionner et le côté humain avec mon locataire,
ça me dérange un petit peu. Je suis pas hyper à l'aise. Donc, si vous, ça vous parle, faites-le. Mais moi, en tout cas, je pense pas que je vais l'appliquer. Alors, c'est vrai aussi que moi, je suis pas forcément trop confronté au problème d'impayé par rapport à ma cible. Parce que c'est voilà, des étudiants ou jeunes travailleurs. Encore une fois, souvent, les parents sont garants. Les parents vont pas laisser leurs enfants en galère si ils ont des problèmes de paiement. J'ai vraiment eu très peu de soucis d'impayé ou de retard de paiement. Maintenant, je sais que par exemple, sur des familles isolées ou des choses, des contextes un peu plus compliqués, c'est souvent là qu'on a des problèmes d'impayés. Donc là, face à cette cible-là, peut-être que ça peut être quelque chose d'intéressant de pouvoir mettre cette mesure en place. Encore une fois, voilà, libre à chacun de faire les choses. Il faut être à l'aise avec ça. Moi, personnellement, je me sens pas hyper à l'aise de mettre ça dans le bail. Donc, je pense encore une fois que je continuerai à adopter la manière dont je fonctionne avec mes locataires. Quatrième mesure, la simplification du bail. Alors, je vous le dis tout de suite, moi, ça, c'est une mesure que j'adore. Plus c'est simple, moins il y a de paperasse, mieux je me porte. Donc, encore une fois, moi, ça répond totalement à des problématiques du concret que j'ai que vous avez forcément, vous, si vous investissez dans l'immobilier. Donc, comment ça se passe, cette simplification du bail? Alors, l'idée, c'est d'arriver tout doucement vers un bail totalement numérique. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien parce que, encore une fois, ça évite les tonnes de paperasse. Mais c'est pas pour tout de suite, donc j'ai pas beaucoup d'éléments sur ce que j'ai vu. Le bail numérique, a priori, c'est vers quoi ils veulent tendre, mais j'ai pas trouvé de délai particulier, si c'est dans 1 an, 2 ans, 10 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu la ligne de mire, c'est d'arriver vers le bail totalement numérique. Donc ça, franchement, c'est top. Moi, je suis content là-dessus. Par contre, il y a certaines choses qui sont mises en place de manière concrète et immédiatement. Les locataires ayant des garants, exemple, moi, typiquement ma cible, et encore une fois, là, je suis sur un changement de locataire en ce moment, donc je peux vraiment vous en parler de manière totalement concrète. Il faut savoir que les garants doivent remplir des documents attestant qu'ils vont être garants du locataire en place. Alors sur le bail, ils ont une signature à poser. À côté, il y a un document, donc c'est caution solidaire, je sais plus exactement le titre. J'avais fait une vidéo sur tous les documents, regardez là et vous verrez, il y a ce document en question. Et sur ce document, le garant doit remplir une partie manuscrite, mais genre je vous dis, je crois qu'il y a une 15 ou 20 lignes, c'est l'enfer. Ils doivent le signer en dessous, il y a plein de choses. Franchement, c'est la cata complète ce truc-là. Donc c'est assez compliqué parce que très souvent les garants sont pas avec les locataires le jour de la signature du bail. Donc ce truc-là, il faut l'envoyer avant et leur dire de bien remplir tout manuscrit. Il manque toujours un mot, ils ont toujours oublié quelque chose. Franchement, ça paraît pas grand-chose, mais croyez-moi, quand vous avez pas mal de biens et que vous êtes confronté à chaque fois à cette problématique, c'est fatigant. Moi, je déteste ça. Et encore une fois, là, j'ai eu le cas avec mon dernier bien, là, sur mon changement de locataire. J'ai envoyé ce document en amont par mail au garant et il m'avait pas rempli tout le texte manuscrit. J'ai dû le renvoyer pour qu'il complète. Enfin, voilà, c'est une usine à gaz pas possible. Donc là, aujourd'hui, ça va être simplifié. C'est-à-dire que ce document pour les garants, il y aura juste une signature à poser. Ça paraît peut-être pas grand-chose, croyez-moi, ça va vraiment dans le bon sens et ça simplifie énormément de choses. Et enfin, autre point qui va également dans le bon sens, c'est que quand vous avez un locataire, vous êtes obligé de lui donner le règlement de copropriété et les diagnostics. Tout ça en version papier, vous devez lui transmettre. Je veux dire, c'est la catastrophe. Si vous avez déjà acheté un bien, vous savez que c'est à peu près ça de paperasse, sachant que votre locataire, il s'en fout complètement, il va jamais le lire et il a bien raison. Mais là, aujourd'hui, avec cette mesure, vous aurez la possibilité de tout lui envoyer en format numérique. Donc ça, encore une fois, ça révolutionne pas votre investissement, mais voilà, ça rend la démarche plus fluide. Vous envoyez un mail, il a tout, et comme ça, c'est réglé. Donc moi, personnellement, ça, c'est vraiment du concret, et j'adore ça. Donc voilà les 4 mesures que j'ai retenues. Encore une fois, il y a plein d'autres choses. Il y a des notions sur les HLM, sur les permis de construire, sur les terrains. Donc voilà, c'est pas forcément des choses qui vous intéresse en tant qu'investisseur. Si vous avez des questions sur d'autres points de la loi Elan, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, je sais qu'il y a pas mal de choses qui m'intéressent dans le cadre de mon activité professionnelle, mais vraiment pour l'investissement immobilier, je trouve que ces 4 mesures sont primordiales et il faut les connaître, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Avant de passer au répondeur, je vous invite bien à mettre des pouces sur mes vidéos, pensez-y, et pensez également à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, inscrivez-vous au carnet de bord, vous trouvez le lien en description, je partage pas mal de choses en off et je pense que ça peut vous intéresser. Bonjour Cédric, voilà donc j'ai acheté un appartement 95 000 €, donc c'est un T2 35 mètres carrés avec frais de notaire et rénovation de salle de bain, donc 95 000 €, avec un prêt sur 25 ans qui me fait à peu près 400 € de mensualité par mois pour un loyer environ de 480 €. Avec plus 20 € de charge, donc dans une faible copro. Et voilà. Et donc j'ai peur en fait de me faire signer par les impôts, sachant que j'ai des revenus de 20 000 €. 20 000 €, donc ça me fait à peu près 50 € d'impôts par mois. Voilà, qu'est-ce que tu en penses par rapport à un loyer de 480 €? Est-ce que ça vaut le coup, sachant que je ne connais pas du tout les fiscalités en vigueur? Je sais que la CSG a augmenté. Voilà, donc si tu pouvais m'éclairer, ce serait super sympa. Je te remercie beaucoup. Bon, là, je te le dis tout de suite, Alexandre, tu me fais peur. Franchement, quand j'entends ton message, j'ai un peu peur. Alors, je vais prendre tout dans l'ordre. Je vais pas pouvoir te répondre noir sur blanc sur ce que tu me demandes.
Par contre, je vais te donner des indications et je te demanderai de m'amener des compléments d'informations par mail. Je t'en parle un peu plus tard. Premièrement, je te félicite, tu as pris un emprunt sur 25 ans, ça c'est très bien, tu as lissé au maximum, 25 ans c'est très bien pour un investissement. Donc ça, c'est top, bravo. Premier point qui me pose problème, tu me parles de 400 € de crédit et de 480 € de loyer hors charge. Là, j'ai déjà un souci. Combien tu payes de taxes foncières? Tu me parles de charges faibles, mais de quel montant on parle? Tu as une assurance habitation, tu as des assurances de prêt. Est-ce que déjà tu es en cash flow positif? Je pense pas. Honnêtement, je te le dis sincèrement, ou alors c'est vraiment just. Donc ça, il faut que tu m'envoies tous ces éléments. Il faut absolument que j'ai tout ça. Parce que si tu n'es pas en cash flow positif, sache que déjà tous les mois, tu vas devoir rajouter au bout. Ce ne sera pas énorme à mon avis, mais il faudra quand même que tu rajoutes de l'argent tous les mois. Une mauvaise fiscalité. Je m'explique aujourd'hui, tu me dis que tu es à 20 000 € de revenus annuels. Donc tu as une tranche d'imposition qui doit être à 14 %. Tu me parles également de la CSG, tu as totalement raison, elle a augmenté. Donc on est à 17,2 aujourd'hui. Il faut savoir que sur tes loyers, tu vas payer des impôts qui seront, d'une part, ta tranche marginale d'imposition donc de 14 %, plus cette CSG CRDS. Donc ça nous fait un total de 31,2 %. Donc tu as compris tout de suite un peu le problème. Et pour pouvoir t'apporter une solution, il faut que je sache sur quel type de bail tu loues. Est-ce que tu fais du nu? Est-ce que tu fais du meublé? Il y a une énorme différence entre les deux. Si tu fais du nu, je te cache pas que c'est la cata. Il faut absolument modifier. Si tu fais du meublé, tu vas pouvoir contrôler plus facilement ta fiscalité. Je te cache pas que c'est très important que tu m'envoies tous les éléments parce que là, avec les chiffres que tu me donnes, je pense que tes impôts vont plus que doubler. Donc c'est vraiment important que tu m'envoies tout. Je te fais un petit résumé. Il me faut les différentes charges liées à ton investissement, donc taxes foncières, les charges de copro totales, enfin voilà, tous ces éléments liés à ça. Et surtout, dans quel type de bail tu loues ton bien. Ça, c'est important. Nu ou meublé. Et à partir de là, envoie-moi tout par mail et à partir de là, je te ferai une petite analyse un peu plus approfondie. Et je rebondis là-dessus parce que ça tombe très bien que tu me poses cette question parce qu'encore une fois, c'est le vrai problème de l'investissement. Je suis en pleine préparation de la deuxième vidéo sur les bases qui va justement opposer la location nue et la location meublée. Et je pourrais vraiment détailler tout ça pour l'ensemble des personnes qui me suivent. Vous allez voir qu'il y a des vraies grosses différences pour éviter de se retrouver dans des situations très compliquées. Donc ça va arriver dans les semaines à venir. Alexandre, pour finir là-dessus, je compte sur toi, envoie-moi tout par mail et je te ferai une réponse plus détaillée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Des pouces bleus si vous avez aimé et pensez bien à vous abonner. Les commentaires si vous avez des questions et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!